Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour notre rendez-vous politique hebdomadaire avec Jean-Michel Naga. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir à tous. On va bien évidemment faire le tour de l'actualité politique du département avec bien évidemment notre invité. Et cette semaine, nous recevons celui qui mènera la liste Front National pour les prochaines élections régionales. Exactement, Pascal Gana, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. En quelques mots, voici votre carte d'identité. Vous avez 59 ans, vous êtes marié, père de 9 enfants, chef d'entreprise dans le secteur du courtage financier, adhérent au Front National depuis plus de 30 ans. 84. Vous avez été nommé responsable de la Fédération de la Sarthe en décembre dernier, avant d'être investi tête de liste pour les régionales. Vous allez nous parler de votre parcours politique et de vos ambitions pour ces élections. Mais on va commencer par l'actu de la semaine. Et on commence par une actu de la semaine qui risque de faire écho ou de trouver écho lors des élections. Ce sont les TER, évidemment. C'est ça, les trains en retard, comme dit l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs vient de lancer une pétition et une application smartphone pour recenser en fait les retards et les annulations sur le réseau régional. Selon la SNCF, cela concerne 10% des liaisons et l'association estime que la situation ne s'est pas améliorée depuis 10 ans, bien au contraire. Dégradé depuis 10 ans, alors que la région Pays de Loire a beaucoup amélioré le matériel, du matériel neuf, le matériel roulant, et la SNCF a augmenté ses frais d'exploitation de presque 100%, près de 90%. Dans ce cas, on pourrait s'attendre plutôt à une amélioration. Et au contraire, c'est une dégradation. C'est pour cette raison que nous estimons que cette situation est anormale et que ça doit changer. Alors précisons que la région a investi depuis 10 ans plus de 700 millions d'euros pour acheter une centaine de trains neufs, 112 trains précisément. C'est un engagement d'ailleurs qui est salué par l'UFC Que Choisir, qui dit que la région est plutôt en pointe par rapport aux autres régions de France. Vous partagez ce Oui, je pense bilan? que c'est exact. La question maintenant, vous savez, c'est toujours le problème de l'investissement et ensuite du fonctionnement. Je pense que les régions se sont fait piéger par la SNCF, dans cette histoire par l'État d'ailleurs, qui s'est désengagé. Il y a une dette à la SNCF, avec une structure de défaisance. Et il était pratique et commode de dire aux régions, vous allez investir et comme ça, vous ferez des choix. Et les régions, moi j'ai connu ça dans une autre région dont j'ai été élu, le Nord-Pas-de-Calais, il y a maintenant une vingtaine d'années. Nous avons payé. Et ensuite, nous n'avons plus rien contrôlé. Mais il faut faire quoi? Il faut rentrer en conflit avec la SNCF? Non, je pense qu'il faudrait avoir des structures mixtes. Et je finis par me demander si, à partir du moment où on paye, on ne doit pas être en même temps celui qui dirige. Alors je sais que c'est une révolution culturelle parce qu'en France il y a le mythe de la SNCF, mais dans le fond les chemins de fer français ont été bâtis par des compagnies privées à l'origine. Donc vous êtes pour qu'on ouvre et qu'on privatise totalement la SNCF? C'est ce qui se fait dans d'autres régions d'Europe, dans le nord de l'Europe particulièrement. Et la personne là qui parlait, je ne sais pas qui c'était, mais elle disait une chose très vraie, très vraie, à savoir que les coûts d'exploitation sont énormes. La Bundesbahn par exemple, au kilomètre, a 2 fois moins d'employés de salariés que la SNCF. Et donc, mais c'est pas à vous qu'on va apprendre aussi que dans les autres pays européens, les réseaux ferrés sont moins sécurité et posent d'autres types de soucis. Je ne pense pas. Ça a été le cas en Angleterre, mais ça n'est pas le cas dans les pays nordiques, ni en Allemagne. Donc je pense vraiment qu'il y a un problème. La solution, il n'y en a pas qu'une. Je crois que c'est une solution générale. C'est certainement aussi le fait de réformer les modes de fonctionnement de la chose publique. On poursuit notre petit tour de l'actualité en bref et on revient sur cet aller-retour à Berlin du Premier ministre Manuel Valls pour assister à la finale de la Ligue des Champions. Oui, l'UMP, Laurence Garnier, lui rappelle à Manuel Valls sa phrase prononcée en septembre, quand on n'est pas au niveau de l'exemplarité ou de l'éthique, on doit être écarté. Toujours à l'UMP, Bruno Retailleau partage un message bizarre sur fond noir. Monsieur Valls, voici des années que le projet de Notre-Dame-des-Landes est bloqué par une bande d'excités en quête de décroissance. Il paraît que vous aimez l'avion, pourriez-vous faire quelque chose? À la région, les Verts s'amusent de ce message. Jean-Philippe Magnin cite son collègue Christophe Douget. On peut comprendre Monsieur Valls, il préfère aller voir Messi, comprenez Lionel Messi, que Notre-Dame. Mais dans ce dossier, une date est dans tous les esprits. Le 18 juin, jeudi prochain, le tribunal administratif donnera sa décision tant attendue sur les recours des opposants. Mathieu Orphelin évoque une des journées les plus importantes de ce combat de 40 ans. Et puis on sait maintenant où va aller Emmanuelle Bouchot. Après son départ d'Europe Écologie Les Verts, la conseillère régionale sortante vient d'adhérer au Front démocrate, le parti de Jean-Luc Benamias. Elle sera la chef de file pour les régionales. Et notre invité la semaine prochaine pour expliquer ce choix.
Et vous serez là, bien évidemment, j'espère, à nous regarder. Dernière actualité que vous avez retenue, Jean-Michel, dans l'actualité locale, ce sont les Roms qui ont manifesté et qui demandent des solutions durables aux élus de Nantes Métropole. Oui, ils ont manifesté cette semaine devant les locaux de l'agglomération après leur expulsion du terrain de Tougas à Saint-Herblain pour demander la création de terrains adaptés pour les accueillir sur l'ensemble de l'agglomération. Soutenu par plusieurs associations, ils souhaitent que la question soit examinée par les élus au prochain conseil communautaire du 29 juin. Que feriez-vous à leur place, Pascal Gana? Pour les Roms? Oui. Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a deux choses. Il y a des nomades traditionnels en France qui ont des aires de stationnement, qui les utilisent pas toujours. Vous mais parlez enfin, des qui gens en du gros, voyage, là? des gens du voyage, Oui, voilà, qui sont français. Voilà. Là, le problème, on se heurte au problème qui est récurrent, que le Front National dénonce très souvent, c'est celui de l'ouverture des frontières sans contrôle. Et je pense que après, on se trouve dans des situations humanitaires et humaines dramatiques. Parce qu'effectivement, ces gens, je pense, n'ont pas de lieu où se poser, où vivre, tout simplement, avec des familles. Et si on ne les avait pas laissés entrer, peut-être que finalement, leur situation serait meilleure. Donc on referme les frontières? Oui. C'est vraiment ce que vous souhaitez. C'est la question des... Vous refermer les frontières? Je pense, en tout Toutes cas... les frontières ou que celles de la Roumanie? Les celles de l'Europe, déjà, et puis à l'intérieur de l'Europe, peut-être demander à la Roumanie, qui est un pays pauvre, hein, qui est un pays... peut-être aider ce pays, qui est un partenaire européen, à se développer, à créer de l'emploi, je ne sais pas. Il est certain qu'on ne peut pas vivre dans cette idée. C'était la phrase de Michel Rocard. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ils sont là. Que feriez-vous si vous étiez élu, par exemple? Là, on parle de Nantes Métropole, mais la question se repose ailleurs. Je pense qu'il y en a un certain nombre que nous reconduirions à la frontière. Voilà. Et pas de terrain? Non, parce que de toute façon, si on crée un terrain pour certains, ensuite il y en aura d'autres, et c'est un peu le problème de l'immigration. Il n'y a pas de solution. Jean-Marie Le Pen avait comparé les Roms à des oiseaux qui volent. Vous le connaissez bien puisque vous avez été son chef de cabinet pendant plus de 4 ans. Vous continuez à le soutenir ou pas? Non, j'ai condamné dès la première semaine ses propos, la réitération du point de détail, tout d'abord, son interview d'Henri Varol. J'avais publié un communiqué qui était paru dans le Maine Libre, dans Ouest-France, dans mon département. Je n'approuve pas. D'ailleurs, ça ne l'a pas surpris, puisque je l'ai eu encore hier au téléphone. Je lui ai toujours dit que je n'approuvais pas ses propos. Je ne les comprenais pas. Vous condamnez les propos, mais vous continuez à discuter avec lui régulièrement? Oui, parce que j'ai un lien personnel avec lui, mais on peut très bien avoir un lien personnel et se dire des choses de façon très... Vous les condamniez à la période où vous étiez directeur de cabinet, 88, en 92? Privé, oui, il était difficile quand on est le collaborateur. C'était une année où il avait la forme, mais il avait... Oui, tout à fait. C'était en 88. Comme ça. C'était en 88, et personnellement, j'étais dans le studio de RTL. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens au Front National qui ont connu cet instant-là. J'étais dans le studio de RTL ce soir-là. C'était un dimanche soir, je me souviens. Et donc, quand il a parlé du détail pour la première fois. J'avais été extrêmement surpris de la formulation. Ça m'avait choqué, ça m'avait intrigué. Et ce qui m'a surtout intrigué ensuite, c'est qu'il n'ait jamais compris à quel point c'était un tournant dans sa vie personnelle, sur le plan politique, et je pense dans dans le parcours politique du Front National. Alors qu'est-ce qui a changé au FN depuis que Marine Le Pen a repris les manettes? Je pense que c'est la volonté d'une forme on a appelé ça la dédiabolisation, je ne sais pas si le mot convient. Je pense que c'est tout simplement le fait de faire de la politique à partir de la réalité et non plus peut-être autant à partir des mots. L'actualité de ces derniers jours semble bien montrer quand même qu'il y a encore des réticences chez les élus et chez les militants du FN sur des provocations. Premier exemple, des militants qui incendiaient des voitures dans la région parisienne pour dénoncer la montée de l'insécurité. Ensuite, ils ont été exclus du FN et puis ils sont devant la justice. Jean-Christophe Gruau, élu de Laval, exclu du parti pour des propos homophobes. Et regardez, il réagit sur Twitter en parlant de purge au FN. Il écrit ceci: se faire virer par un tribunal comprenant l'homosexualiste Éric Domard et le faux cul de Saint-Just est un honneur. Depuis ces derniers mois, les cas se multiplient au Front National. Comment vous expliquez qu'il y ait autant de dérapages ? Je crois que la question est la suivante. Un certain nombre de candidats du Front ont été scannés par le site L'Entente, cette association qui a examiné parfois leur passé en remontant 3-4 ans en arrière sur leurs réseaux sociaux, dont on a repéré des choses que très souvent la direction du Front National elle-même ignorait sur ces personnes, parce que vous savez, contrôler les réseaux sociaux, c'est un immense travail. Et donc il a été décidé de tolérance zéro.
tout simplement. La formule de Giuliani, le maire de New York, sur l'insécurité. Donc nous avons décidé de faire la même chose. Je suis confronté au même cas avec un conseiller municipal à Laval. Mais la question, c'est comment vous découvrez à chaque fois, c'est-à-dire que le parti, vous personnellement, mais le parti découvre à chaque fois qu'un de ses élus, finalement, a une forte propension au dérapage. Et que finalement, s'il dérape de cette sorte, comme nous l'a décrit Jean-Michel, c'est que ce sont des pensées qui l'habitent. Oui, mais vous savez, les pensées qui habitent les gens, si on dévoilait les pensées intimes et les propos privés... Non, mais là, on parle d'élus, de personnages publics. C'était sur des réseaux sociaux que nous ne contrôlons pas par définition. Très souvent, nous avons nous-mêmes découvert, la plupart du temps d'ailleurs, je peux vous dire une chose, moi j'ai découvert des choses de M. Gruau que je ne connaissais pas, je l'avais croisé 2 ou 3 fois. J'avais toujours trouvé qu'il avait une manière de formuler les choses très passionnelle, mais j'ignorais même l'existence de son blog. Est-ce que finalement le problème du parti Front National, ce n'est pas d'attirer ce profil-là d'élus ou de militants? Je ne pense pas. Vous savez, dans tous les partis politiques, il y a des gens qui sont extrêmes. Si vous alliez regarder, on a cité par exemple le combat de Notre-Dame-des-Landes, mais le Front de gauche, etc. Je pense qu'on s'est beaucoup moins focalisé sur d'autres partis que sur nous. C'est peut-être une chance pour nous, d'une certaine façon, c'est de mettre les choses au clair. Voilà. Et moi, personnellement, ça ne me dérange absolument pas que des gens soient sommés de nous quitter, en quelque sorte, pour aller voir ailleurs. Donc si ça se produit pendant la campagne des régionales au sein de votre liste... Non, ça, alors là, au sein de ma liste, c'est impossible parce que les gens que je prends sur ma liste, que j'ai recommandé à la Commission nationale d'investiture, je ne décide pas tout à fait tout seul, mais ce sont des gens qui ont déjà été candidats, qui donc ont été déjà scannés, que je connais, que j'ai rencontrés, dont j'ai pu éprouver... Donc vous nous certifiez que ça n'arrivera pas? Non, j'en suis certain. On surveillera. Puisqu'on est sur les élections, parlons peut-être du contenu. Oui. Votre priorité absolue pour cette campagne régionale? Ma priorité absolue, c'est quelque chose qui détonne, que j'ai déjà défendu dans la Sarthe au moment des départementales, c'est la réduction du budget. Moi, je présenterai un objectif chiffré de réduction du budget de la région, de 1% par an, de réduire le volume du budget lui-même, de telle sorte de dégager des marges, soit pour diminuer la fiscalité, soit dans un premier temps, je pense, pour diminuer la dette. Là, vous parlez du budget de fonctionnement. Du budget global. Du budget de la région. Les collectivités territoriales, ces dernières années, depuis 40 ans, vivent avec du crédit revolving, c'est la dette. Et on demande aux contribuables de payer les intérêts. Mais la dette ne diminue jamais. C'est le piège du crédit revolving. Donc vous allez ajouter à la difficulté de la baisse des dotations de l'État, etc. Oui, parce qu'on a fait l'expérience dans les communes gérées par le Front National. En 2 ans, elles ont réduit chaque année d'1 point, 1,5 point le budget. Au détriment de quoi? Au détriment tout simplement d'une meilleure gestion. Vous voyez, M. Retailleau... Pas au détriment de services? Non, jamais, non, ni dans non. les communes Non. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le maire du Pontet, qui avait été invalidé, a été réélu triomphalement à 62%. 15% de plus. Son opposante UMP s'est effondrée, a perdu la moitié de ses voix. Pourquoi s'attaquer au thème de la gestion pour les Pays de la Loire, qui n'a, au demeurant, jamais été vraiment remise en cause, ni non plus par la Chambre régionale des comptes? C'est-à-dire que ce n'est pas un point faible de la région Pays de la Loire. C'est un point faible de toutes les collectivités territoriales françaises. Je voyais sur le site de la région, on se félicite d'avoir gardé la note AA. Je pense que tout le monde occidental, d'ailleurs ça n'est pas spécial à la France, nous avons vécu sur le mythe qu'on peut financer le progrès par la dette. Et je crois que toutes les économies du monde qu'on appelait jadis libre, qu'on peut appeler le monde libéral, le monde capitaliste, peu importe, se trouve aujourd'hui confronté au problème de la dette. Et être un élu, c'est être un décideur. Et je pense que c'est un sujet important. Zéro dette, à terme. C'est-à-dire que... C'est pas quand même. Non, attendez. Je n'ai pas dit en 6 ans. J'ai dit que si on ne prend... Mais vous savez, ça, ce que j'entends, la démago, c'est toujours ce que l'on dit lorsqu'on ne veut rien faire. C'est-à-dire que si on décide de ne rien faire, à quoi bon être élu? Donc moi, je pense qu'il faut fixer un objectif. 1% par an, c'est 6%... peut-être un peu plus sur 6 ans, ça n'a rien de dramatique. C'est ce que font, je vous rappelle, toutes les entreprises depuis 15 ans, tous les ménages. Donc, je ne vois pas pourquoi la région ne reflèterait pas la situation personnelle ou collective des entreprises et des citoyens. La plupart des spécialistes disent que le Front National est quasiment assuré d'entrer au Conseil régional. Vous partagez leur optimisme? Vous frottez les mains? C'est une évidence. Nous sommes à 21% après les départementales. Moi, mon objectif, c'est 25%, voire plus. La proportionnelle permet aux électeurs de savoir qu'ils auront des élus. Et de plus, nous ne sommes pas dans un cas où nous sommes face à des notables sortants, locaux, ancrés, qui ont rendu des services qui sont connus.
Donc, on est beaucoup plus dans de la politique, dans des idées, dans des programmes, et non pas dans un combat, si vous voulez, de gueule, ce qui était un peu le cas. Hein. J'entends encore M. Retailleau me dire, vous avez des élus, vous avez des candidats qui sont hors sol. Finalement, ces candidats hors sol, dans la Sarthe, par exemple, le Front National a été en tête au premier tour. Donc je crois que c'est un faux débat. Moi, je vais présenter les chefs d'entreprise. J'ai vraiment des gens de grande qualité, de grande expérience professionnelle, qui ont une capacité à la gestion. Et c'est pas compliqué d'en trouver en ce moment? Ah non, non, pas du tout. Non, j'ai même un trop-plein dans certains départements. C'est plus difficile pour les femmes. C'est traditionnel dans tous les partis politiques, puisque les femmes se sont engagées plus tardivement dans la vie politique. Elles répugnent beaucoup plus à faire de la politique en France pour des tas de raisons qui seraient longs d'expliquer ici. Et en tout cas, moi, j'aurais une liste, je pense, d'une qualité équivalente sur le plan humain. Allez, une minute, parce que votre parcours est assez original. Vous avez fait de la politique, conseiller régional, conseiller municipal. Ensuite, vous avez arrêté la politique pendant 14 ans. Et puis, bim, novembre-décembre dernier, patron de la Fédé, bureau politique, tête de liste régionale. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement, moi j'étais, si vous voulez, j'étais dans l'ombre, je travaillais pour Marine Le Pen depuis plusieurs années. Et donc, d'une certaine façon, comme il y avait un manque de cadre et peut-être de dynamique dans la région, elle m'a demandé de m'investir. J'ai hésité d'ailleurs. Il nous reste 10 secondes, 20 secondes. C'est Bruno Retailleau, votre adversaire numéro 1 pour cette campagne, plus que Christophe Clergeau? C'est le socialisme pur, chimiquement pur du PS et du Front de gauche. Et c'est le socialisme dilué de M. Retailleau. Mais les voix... Ah, d'accord, donc le socialisme est partout. Oui, et je pense que M. Retailleau est l'otage de l'UDI et plus que de sens commun. Et donc, il penche à gauche et au centre-gauche. Merci beaucoup à vous, Pascal Gallin. Merci Jean-Michel, à bientôt. Merci.